Moi, la vérité, je suis dans mon coin, je suis bien, je suis tranquille, je suis bien dans ma vie. Mais si le mec me titille, je répondrai. Et puis, je répondrai de la meilleure des manières. Je te laisserai parallèle au plafond et ce sera très bien comme ça. Je pense que les gens se rendent pas compte. Je suis 8-0, j'ai 24 ans. Ça va très vite. Ouais. En 2023, j'étais champion amateur. T'as les fans du MMA qui sont là en mode non, j'ai envie que maintenant qu'il a affronté Kevin Jones, qu'il a tapé, viens, il prend un top 5. Et puis, viens, il prend la ceinture. Et puis après, il va à l'UFC. Et puis, il va dans le top 10. Oui, doucement. Oui. Vous savez pas ce que c'est le revers de la médaille du MMA. On rend ça divertissant. Mais les impacts, ils sont réels. Hein. Les KO, ils sont réels. Hein. Les conséquences, elles sont réelles. Le divertissement est bien parce qu'après l'UFC, boum, shutdown, on passe au prochain combat. Donc toi, t'as vu le mec sortir en civière, t'as même pas regardé. Mais lui, sa vie, c'est réel. Hein. Et je pense que c'est ça aussi le truc qui m'anime dans ma vie, c'est qu'il n'y a rien qui m'anime autant que le MMA. C'est un sentiment d'extase et d'exalte que j'ai jamais ressenti ailleurs dans ma vie, mais nulle part. Quoi. Le chaos et le bruit du public et que tu reviens à toi-même. Ouais. Monsieur Patrick, alors, toujours impeccable. Monsieur Guillaume. Bah, non mais franchement, là j'ai l'impression, donc depuis ce combat contre Kevin Jousset, que t'es encore entré dans une nouvelle dimension. Est-ce que toi, là voilà, faut... C'est toujours compliqué de répondre, parce qu'il faut toujours prendre des pincettes. Ouais, mais non, mais faut parler franchement quand même. Okay. Enfin, je veux dire, les gens doivent savoir, là, Patrick, c'est bon, il est en place, c'est plus le gars qui allait devenir professionnel, ouais. C'est plus le mec qui était amateur. Là, j'ai vraiment l'impression que t'es structuré, mais... Enfin, limite comme un champion d'une organisation internationale. En tout cas, j'essaie de me structurer de la meilleure des manières possibles. Et c'est vrai que j'ai pris l'inspiration des champions UFC, notamment Topuria, ou ce qui se fait aussi dans l'équipe d'Enor Magomedov, donc de son équipe à lui aussi. Conor McGregor aussi à l'époque, quand j'étais en Irlande. Enfin, moi j'ai été 2 fois là-bas, donc j'ai pu aller voir de mes propres yeux. OSBG, donc OSBG, okay. Pouvoir parler avec lui aussi. Mais non. Et il te connaissait juste non, ou pas? Non, pas okay. Du tout. Bon, j'avais 17 ans, j'étais un amateur inconnu au bataillon et pas fort. Donc aucune raison qu'ils me connaissent. Mais il faut savoir que le coach m'avait déjà repéré et m'avait demandé si je voulais rester en Irlande et qu'il me coach à cette époque-là. Donc, et pour me faire plaisir, il avait dit à Conor de juste dire bonjour et me dire quelques mots. Donc voilà, c'était très bref l'échange. Et puis aussi l'inspiration que j'ai eue aussi au Canada, avec de nombreux échanges avec Georges Saint-Pierre. J'ai pu voir surtout lui, ça a été vraiment dans la partie préparation physique, plus poussée. Donc tous les exercices qu'il faisait, ce qu'il a rajouté, la piste, mais vraiment le côté science du MMA que j'ai pu vraiment améliorer là-dessus. Et tu gardes, c'est ça qui est assez impressionnant, et j'espère que tu vas garder ça tout le temps, c'est... là récemment t'étais au Daghestan ou pas? C'est ça. Ouais, mais Kyrgyzstan. Et Kazakhstan, j'ai fait. Et Kazakhstan. Alors c'est que t'arrives, tu vois, à te dire je vais continuer, alors qu'aujourd'hui tout te sourit, l'argent arrive aussi, le succès sportif, à te dire je vais me mettre dans le mal dans les endroits où peut-être qu'il ne connaissait pas Patrick Abiroha. Non, mais après c'est clair que la personne me connaît là-bas, mais c'est surtout que en fait je pense qu'il faut un retour à l'essentiel et surtout se recentrer en soi. Comme je l'explique là maintenant, il y aura plusieurs dynamiques dans mes réseaux sociaux, mais c'est clair que j'ai ce besoin de aussi voir en moi à certains moments, lorsqu'il y a trop d'effervescence autour de toi. Je pense que lorsque tout te sourit, il est bien de se mettre dans le dur avant que la vie te mette dans le dur pour pouvoir contrecarrer ça. Donc c'est ça qui m'a fait plaisir dans ce voyage. Et je suis rarement revenu aussi boosté après un voyage psychologiquement et avec une dalle aussi grande après un voyage. Je pense que ce voyage-là m'a vraiment rendu affamé, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que c'est les gens que tu as rencontrés, c'est les entraînements qui étaient ultra durs? Les gens, le peuple, la simplicité des choses et aussi se rendre compte de la chance qu'on a quand on est ici. Et la volonté de vraiment devenir très grand est encore plus grande maintenant. Et t'étais là-bas tout seul ou quand c'est comme ça, tu pars juste toi et... Non, j'étais accompagné d'un ami à moi. Ok. C'est tout. Et les entraînements là-bas, c'est... J'ai aucun commentaire là-dessus. C'est-à-dire, attends. Aucun commentaire là-dessus. Ah, pourquoi? Parce que c'était vraiment chaud? J'ai aucun commentaire à dire là-dessus. Attends, je vais te poser la question différemment. Alors, okay. Est-ce que tu penses que, quand on est en Europe ou en France, on s'entraîne dans de très bonnes conditions? Est-ce que tu penses que pour être chaud... Non, je pense que c'est la vie qui fait que les gens ont un mindset différent. D'accord. C'est pas je pense que les salles sont pratiquement les mêmes. Tu as des salles qui sont un peu délabrées là-bas et des salles qui seront délabrées ici. Je pense qu'il y a des chances qu'on a là-bas et qu'on n'aura pas ici et vice-versa. Mais je pense que le train de vie, l'historique culturel et dans l'histoire de ce qui s'est passé dans ces pays-là fait que le mindset est différent là-bas et l'approche de l'entraînement du coup. Et il y a des choses que tu vas changer grâce à ce voyage ou à cause de ce voyage? Il y a des choses qui ont changé grâce à ce voyage déjà.
je Comme pense. quoi? Bah, on aura la réponse le 23 mai. Hein. Ok. J'espère qu'on aura la réponse le 23 mai, mais c'est clair qu'il y a des choses. Et je pense là, plus dans l'aspect psychologique, encore plus. J'ai vraiment faim. Et ça peut paraître spécial quand. En fait, c'est dur, je pense, des fois, quand tout te sourit d'avoir faim. Et moi, j'ai encore plus faim là maintenant de vraiment atteindre ce genre de statut lorsque je vois ce qui va se passer à la Maison Blanche avec un Topuria. Quand j'ai pu voir de mes propres yeux Ousmane devant moi à Dubaï, j'ai faim que ce soit mon tour, quoi. Ok. Et au global, qu'est-ce qui a fait que tu avais choisi cette destination? Franchement, le besoin de me recentrer. À la base, je voulais partir en pèlerinage, parce que c'était le ramadan, donc le mois sacré pour nous les musulmans. Mais dû à ce qui se passe actuellement dans le monde, c'était un peu compliqué d'aller vers ces zones-là. Donc du coup, j'ai fait un revirement. Je me suis dit, c'est un combo des deux, quoi. Ça reste un pays musulman, mais en même temps, je peux aussi vraiment avoir un retour à l'essentiel. Et parlons donc du combat à venir. Ok. Il y a eu l'annonce, C'est il y a ça. eu déjà le post-teaser qui a Ouais. extrêmement bien marché. Ah, ça m'a fait rire parce que, pour la petite anecdote, bah, mon pote il est derrière en plus. Mhm. Et à la base, le PFL avait une idée, tu vois. Et moi j'ai dit non, je veux pas faire ça. Tu peux pas nous dire ce qu'était l'idée? Non, mais c'était un genre de truc assez scénarisé, etc. Et moi je D'accord. leur ai dit. Ah oui, bah, pour le post, pardon. Ouais, exactement, pour l'annonce, le teaser. Et moi j'ai dit à mon pote, mec, on est à la salle, on est en bas et on va faire un truc vite fait, quoi. Et je lui dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un truc vite fait aux palettes et je vais dire, il faut une phrase d'accroche. Et là, on se parlait avec mon manager, tac, tac, ouais, tac, j'accepte, faut qu'on dise un truc, ancien champion UFC. Il a dit, vas-y, c'est bon, on va dire ça et tout. Et il me dit, par contre, si tu le fais, faut que tu fasses vraiment sérieux, faut pas que tu commences à rigoler et tout. Et je dis, ouais, mais mec, j'ai jamais fait de vidéo comme ça, moi, c'est pas ma dynamique, tu vois, je suis pas du tout un mec. Il me dit, écoute, si tu veux que les gens y croient, faut que toi-même t'y crois dans la vidéo. Et vas-y, avec mon pote, on est là. Et pour l'anecdote, c'est Pierre Manzo qui était venu à Bruxelles, Ok. qui est avec moi à la salle et qui filme la vidéo. Et nous, on est en train de péter de rire à chaque fois. Pendant, il me dit, mais gros, fais sérieux et tout. Et donc, à un moment donné, ça marche. Et en fait, c'est l'algorithme, quoi. On connaît les réseaux sociaux, ça prend direct la poudre, quoi. Bah, ancien champion aussi, qui, tac, tac, il est vénère et tout. Donc, on savait que ça allait générer le buzz qu'il fallait. Et c'est là que tu te rends compte que le MMA, c'est vraiment un sport où, en fait, dès que tu attises les gens, ben voilà, quoi. Et donc, énorme buzz pour cette annonce. Et ensuite vient l'officialisation Benson Henderson. Les gens, dans la globalité, ont été très déçus. Est-ce que toi, tu t'attendais à ça ou pas? Ou est-ce que tu te dis, oh bordel, là, ça pète beaucoup plus que prévu aussi? Je pense que les gens, quand tu dis les gens, tu parles du milieu francophone. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Parce qu'à l'international, par exemple, ils étaient tous il y a plein de gens qui étaient vraiment hypés. On a eu Ariel Elouani qui nous a directement appelé pour pouvoir faire une interview. Et je pense que si j'avais affronté un francophone, il m'aurait pas appelé pour pouvoir faire une interview. Donc je pense qu'au niveau global du MMA mondial, ça a résonné beaucoup plus. Au niveau francophone, ben, les francophones veulent me voir monter non-stop. Mais je pense qu'ils se rendent pas compte que moi, je me suis rendu compte que je veux avoir une vision globale. Et donc j'ai envie de exploser au niveau mondial. Et que si j'affronte que des francophones ou des noms que eux connaissent, ben, tu te retrouves vite fermé dans ta même sphère, quoi. Alors oui, j'entends complètement, mais typiquement, le combat là contre Benson, est-ce que pour toi c'est un combat plus dur que Kevin Jousset? Je pense que dans le style de Benson, dans ce qu'il est plus fort, je pense qu'il sera plus fort par exemple en grappling que Kevin Jousset. Je pense. Oui. Et donc je pense que si maintenant j'arrive au sol face à Benson, j'aurais plus de mal face à lui que face à Kevin Jousset. Maintenant, est-ce que, on va dire en termes d'adversité, ce sera plus dur, oui ou non? Ben, à la base, sur le papier, Kevin Jousset serait le plus dur, et j'ai fini ça de manière éclatante. Du coup, moi, je me réfère pas à ce qui se passe sur le papier, je me réfère au combattant. Il n'a pas combattu depuis 2 ans et demi. Son dernier adversaire, Ousmane Nurmagomedov, le champion du PFL, et c'était champion du Bellator à l'époque, je pense. Donc, dernier adversaire, gratin mondial du MMA. On est d'accord sur ça? On est d'accord. Pas d'activité en 2 ans et demi en MMA. Ok. Il a combattu il y a moins d'1 an en grappling. Face à qui? Le numéro 1 contender de l'UFC en lightweight. On est d'accord sur ça? On est d'accord. Gratin mondial. Il y a quelques mois, Il y a quelques semaines ou mois, il a combattu en quoi? En lutte. Contre qui? Aljamain Sterling, ancien champion UFC, gratin mondial du MMA. Il a combattu en karaté combat aussi à moins d'1 an contre Anthony Pettis. Donc il a combattu dans toutes les sphères. Et il a chaque fois affronté le gratin. Mais il ne devrait pas être compétitif en MMA. Mais pourtant, par exemple, le numéro 1 de l'UFC va le prendre en grappling.
Donc je me dis, bah, c'est que le mec, il est encore compétitif du coup. C'est pas juste de la chair à pâté et que le mec, il va être là et qu'il va se coucher au premier round. Je ne pense pas. Et je pense que les gens vont être très surpris. Et c'est clair que oui, si tu ouvres ta apologie et que tu regardes, il a des défaites. Contre qui? Bah, Ousmane, il est invaincu, donc il a pas perdu. Donc voilà. Si Ousmane peut l'affronter, que ça pose pas de problème et que c'est pour contender pour une ceinture ou que c'est sérieux, pourquoi moi je peux pas l'affronter en construction de carrière au 9e combat pro? Je vois pas où est-ce qu'elle est la logique là-dessus. Alors, je pense que les gens se sont dit, bah, on va dire, même moi y compris, j'étais tellement content, vraiment, quand il y a eu déjà quand il y a eu l'annonce du combat contre Kevin Jousset, j'étais vraiment content parce que j'ai fait, ça fait plaisir. Là, Patrick va y avoir un step de fou. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, quand il y a eu la victoire, bah, on a fait le podcast avec Rust, on était en mode, bah, en fait, là, ça y est, le mec est en train de devenir le boss. Et on s'est mis, et je pense que tout le monde s'est mis à se dire, avec ce qu'il a fait contre Kevin, en fait, le gars est déjà top 5. Le gars, oui c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est que, en fait, c'est ça que j'explique. Moi qui ai ces attentes, c'est très flatteur. Si je t'écoute, je sais ce que tu vas me dire. Ah, vas-y, prends un top 5, après on y va à la ceinture, prends Paul Hughes, machin, etc. Je sais très bien. Et c'est le côté fan. Maintenant, moi, j'écoute mon équipe et j'écoute le côté carrière du MMA. Demain, j'affronte un top 5, etc. Ça va être compétitif. Je dis pas que je vais perdre ou que je vais gagner. Mais il peut arriver que je perde. Est-ce que maintenant, c'est intéressant d'affronter un top 5 maintenant, sachant que je peux l'affronter dans un an et ça ne change rien? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai 24 ans et que je peux encore me permettre de construire cette carrière. Là où des mecs qui ont 28, 29 ans, ils n'ont pas le choix de le faire. Pourquoi je vais refuser? Ah, mais moi, je suis... Non, mais... Et c'est ça que j'ai en train d'expliquer. Et donc, moi, c'est ça que je dis, c'est que, oui, quand on dit les gens, il faut dire les gens, oui et non. Dans la globalité des gens, par exemple, moi, j'ouvre mon Instagram, je regarde mes commentaires, les gens sont hypés. J'ouvre un Twitter, il y en a qui ne sont pas hypés. Mais je regarde la sueur. Vous avez dit que vous compreniez le choix et que stratégiquement, c'est incroyable. Vous connaissez le MMA. Des fans de MMA vont dire, ouais, mais non, ça m'énerve, il affronte un mec qui n'a pas combattu depuis 2 ans. On ouvre Jab Life, ils vont dire, c'est super intéressant, c'est top shot de carrière. Michael Lebeau va dire, cette carrière-là, il faut prendre en exemple. Puis tu as d'autres mecs qui... Donc, les Jab, là, au niveau francophone, ça se débat. Les mecs du milieu sont plus là en mode, mais faut le faire comme ça. Et en fait, si moi j'étais manager, j'aurais fait ça. Et puis, tu as les fans du MMA qui sont là en mode, bah non, j'ai envie que maintenant qu'il a affronté Kevin Jousset, qu'il a tapé, ben viens, il prend un top 5, et puis viens, il prend la ceinture, et puis après, il va à l'UFC, et puis il va dans le top 10. Oui, doucement. Vous savez pas ce que c'est le revers de la médaille du MMA. Et je comprends que vous vouliez, que vous ayez des grosses attentes envers moi, et ça me rend encore plus... C'est très gratifiant, en fait. Et je me dis pas, en fait, les gens, ils se disent vraiment, Patrick, il a un niveau de malade, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste pas se brûler. Et que ça ne change rien d'affronter Benson en Belgique, chez moi, en main event, et qu'après, j'affronte un autre adversaire, et puis j'affronte un autre top 5, etc. Et de monter, dans tous les cas, je suis au début de ma carrière, et j'ai facilement 5, 6, 7, 8 ans devant moi de carrière encore. Donc, j'ai le temps d'affronter les gros noms. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Ah oui, mais c'est ça. Niveau carrière, c'est superbe. Enfin, je veux dire, et je pense qu'il y a pas mal de combattants qui auraient souhaité être à ma place et ils l'auraient fait. Ah, mais mille fois. Je pense pas que, par exemple, le Kevin Jousset, il y a pas beaucoup de combattants qui l'auraient accepté au stade où j'étais. Et c'était un peu aussi, bah écoutez les gars, je vous fais plaisir. Exactement. Moi, j'ai fait ça. Ouais. J'étais dans ma tête en mode, je vous fais plaisir parce que si je m'écoute, moi, j'aurais pas pris Kevin Jousset. Mon coach m'a forcé à le prendre, des managers. Mais c'était aussi pour dire aux gens, voilà, regarde, on va montrer aux gens. Ils disent que lui, c'est truc, on va leur montrer. Maintenant, c'est fait. Mais la manière a été tellement éclatante que ça a fait en mode... Ça a fait limite le truc de... Bah en fait, Kevin Jousset, il était pas si fort. Alors qu'il y a un an, quand on parlait de lui, c'était un mec qui faisait une guerre avec Brian Battle, tu vois. Qui est 28e mondial. Oui. Tu vois, donc je veux dire, ça a donné ce truc-là où en mode, ils se sont dit, bah en fait, on a envie de voir elle est où la limite de Patrick. Et moi, je l'entends. C'est très bien. C'est normal. C'est du sport. C'est des fans. On veut ça. Et même moi, quand mon combattant favori gagne, j'ai envie de dire, bah, j'ai envie qu'il combatte contre lui maintenant. Mais moi, en tant que combattant, les gars, je pense à mon portefeuille, je pense à ma carrière, je pense à ma santé et je vais monter étape par étape et je vais jamais me brûler les ailes si même il y a tout l'engouement du monde. Complètement. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, c'est qu'en termes de gestion de carrière, c'est parfait. Donc c'est ton coach qui t'a forcé à prendre Kevin Jousset. Ouais. S'il y a encore les messages, moi je voulais pas. Ouais, je voulais pas du tout. Parce que tu te disais... Je me disais que c'était trop tôt, je pensais que je voulais retourner en lightweight à la base, je voulais pas rester en welterweight. Tu vois. Donc on a dû faire une prépa physique exprès pour welterweight. Il y a une différence entre le physique que j'ai face à Kevin Jousset et face à Danny Roberts. Donc entre Danny Roberts et Kevin Jousset, j'ai dû prendre 5-6 kilos facilement. Ok. Wow. Donc pour la préparation, sachant que moi, les échos que j'avais, c'est que Kevin Jousset est énorme. Ouais. Et que Danny Roberts était déjà énorme et que quand je l'ai vu à la pesée, je me dis, bon, ça va être compliqué.
Et je me suis dit, j'ai eu de la chance de le terminer tôt, parce qu'en termes de puissance, je sentais un déficit. Donc, je me suis préparé en fonction pour Kevin Jousset en me disant que ça allait durer beaucoup plus longtemps. J'imaginais pas le combat se terminer aussi rapidement. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est dingue. Et vraiment, quand il y avait. Et c'est peut-être pour ça où les gens, s'il y avait eu Benson puis Kevin Jousset, je pense que les gens. Bien sûr, mais le truc, c'est qu'après, il faut savoir aussi, c'est qu'un main event PFL, lorsque maintenant ils ont signé RMC, ils ont signé ESPN, il y a Ariel Helwani qui veut parler de moi à chaque fois. On m'érige en tant que prospect numéro 1 en dessous des 25 ans en MMA. Eh ben, ils leur font un nom qui. Il n'y a pas que la France et la Belgique qui regardent le MMA. Il faut se rendre compte que le PFL, c'est pas francophone, c'est américain. Donc eux, ils leur font un nom où ils se disent, bah ok, quand nous, les Américains, ils vont se brancher, ou les Anglais, etc., ils vont vouloir regarder. Et là où tu as un MMA fighting qui partage, ils n'auraient pas partagé si j'ai affronté un francophone. Ils n'auraient jamais posté. Ils n'ont jamais posté un de mes fights. Ariel Helwani n'a jamais parlé de moi avant que je batte Kevin Jousset, qui était à l'UFC. Donc il y avait cette renommée pedigree UFC, et que maintenant j'affronte Benson Anderson, et il était hyper hypé par ce combat, en fait. Il faut se rendre compte vraiment que le MMA mondial, c'est autre chose que juste ici chez nous, quoi. À 100%. Et même moi, idéalement, moi j'aurais bien aimé Paul Hughes, tu vois. Ouais, ben je l'imagine bien, franchement. Et on s'est vu, etc. Mais le truc, c'est que, allez, imaginons, on fait Paul Hughes maintenant. Ouais. J'ai 24 ans. Ça se passe bien. Oui. Imaginons. Tant mieux, là, c'est bien passé. Bam, demi-finale. Donc maintenant, la ceinture. Oui. La ceinture, on attend de voir ce qu'il fait. Peut-être il part et tout. Peut-être c'est Alfie Davis de nouveau. Bam. Imaginons ça se passe bien. T'as 25 ans, t'as la ceinture, qu'est-ce que tu fais? Justement, je te pose la question. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais comme carrière? En sachant que peut-être t'as encore des combats, tu vas devoir défendre des ceintures plusieurs fois, aller à l'UFC, mais est-ce que à tes 25 ans, tu penses qu'en termes de niveau, t'es champion peut-être, mais est-ce que t'es prêt au top 10 UFC? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu auras assez de temps pour avoir ta marge d'évolution? Parce que quand t'as la ceinture PFL, tu peux pas dire maintenant j'arrive à l'UFC, oui, mettez-moi un top 30, tranquille, les gars, laissez. Non, ils vont te dire top 15 direct, tu vas rentrer. Mais si maintenant tu te fais battre une fois, deux fois, ben c'était un champion de PFL, mais c'était pas ouf. Et boum, tu redescends. Parce que, au pedigree que t'es arrivé, tu peux pas. Le MMA, c'est comme ça, tu peux pas redescendre. Soit tu montes petit à petit, soit tu montes vitesse grand V. Mais si c'est vitesse grand V, assume. Parce que quand on va te mettre un mec, faut pas venir dire ouais mais j'étais pas prêt finalement les gars, je sens que parce que l'UFC ils vont pas te dire c'est quoi le match-up que tu préfères. Ils vont te dire t'as ce nom là, cette date là, go. Parce que alors attends, je mets juste un tout petit parce que tu penses pas toi que tu seras une parce que tu vois tu parlais de Topuria, des McGregor, tu vois pour moi c'est des mecs, je pense que Topuria là faut qu'on en profite parce qu'il va bientôt ça va être terminé. Bien sûr, et il a raison. Et toi tu penses que parce que il y a un monde où en fait, tout va aller hyper vite pour toi. Bien sûr, mais je pense que les gens se rendent pas compte. Je suis 8-0, j'ai 24 ans. Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Je fais mon 9e combat. Même si j'affronte Benson Anderson, c'est mon 9e combat. Ça veut dire que j'étais pro il y a 2 ans. En 2023, j'étais champion amateur. Donc, je suis au début. Je vais l'affronter, etc. Et oui, ça va aller très vite. Mais je veux pas que ça aille trop vite. Parce qu'à un moment donné, si on me dit que j'affronte Paul Hughes et que ça se passe bien, je ne peux pas redescendre. Ce sera interdit. Ouais. Vous-même, imaginons maintenant, c'est pas comme si j'affrontais Paul Hughes et après je disais Benson Anderson, les gens vont dire ben non, là c'est impossible. Même le PFL, ils peuvent pas. Donc ils savent très bien qu'ils doivent me faire monter petit à petit, malgré l'engouement qui est énorme. Et je pense qu'il y a un déficit d'engouement par rapport au fait que les gens se rendent pas compte que oui, je suis un très gros prospect, oui, il y a un très gros potentiel et oui, il y a quelque chose, c'est sûr, mais laissez-le monter petit à petit. Arrêtez de dire parce qu'il a gagné maintenant contre lui, faut qu'il tape lui, faut qu'il tape lui, faut qu'il tape lui. Moi-même, je l'ai pas dit. Je suis pas arrivé avec un discours en mode je suis le meilleur au monde, je vais arriver à l'UFC, je suis champion. Je le dis clairement, j'ai pas le niveau, laissez-moi tranquille. Il y a d'autres combattants qui vous diront qu'ils ont le niveau, allez les faire chez eux. Moi, je suis bien dans mon coin. Et t'es extrêmement réfléchi par rapport à ça et le fait que c'est ton coach qui t'a dit bon allez, faut aller du côté de Kevin Jousset. Mais le moment où là donc, je pense que ça va bien se passer contre Benson. J'espère. En tout cas, j'espère, je souhaite ça. Ouais, Inch'Allah, c'est tout ce que je me souhaite. Après un gros combat, ça va bien se passer et le moment où tu seras au statut en fait. T'es obligé, c'est que des top 5. Ce moment-là, est-ce que quelque part tu as un peu d'appréhension de te dire, là, quand tu auras des noms et que ce sera que des tueurs, tu seras, là, faut qu'on y aille. Ou tu te dis, en fait, t'auras tellement déjà, progressé. À ce moment-là, avec le PFL, on a un moment donné où on va devoir discuter la catégorie. Ouais. Donc là, pour l'instant, ils sont dans une dynamique où ils veulent me faire des super fights et voir où est-ce que je me sens le mieux. Ça veut dire qu'on va refaire une descente en lightweight aussi qui est prévue. Pour tester. On va tester là et après on va voir la catégorie dans laquelle je me sens le mieux. Tester pour un combat ou juste tester pour un combat. Okay. On va faire un combat en lightweight aussi qui est prévu. Donc ça va être aussi costaud pour voir
à quel point je me sens mieux en lightweight ou en welterweight. À partir de là, on va voir ce qu'on fait, quel run on fait. Mais pour l'instant, il n'y a aucune catégorie qui est décidée. J'ai été top 10 parce que mes 2 dernières performances étaient en welterweight et c'était face à des adversaires très coriaces en welterweight. Donc je suis rentré dans le top 10, mais il n'est pas dit que je reste un welterweight. Et tu préfères quoi, toi? Honnêtement, en fait, je ne suis pas redescendu en lightweight, donc je ne peux pas te dire. J'aurais aimé faire en lightweight à Lyon et pas faire contre Kevin Ducin en welterweight. Ça s'est fait, ça s'est très bien passé et je me suis senti très bien avec cette puissance et cette nouvelle musculature. Après, à voir ce que ça va donner en lightweight. Je pense que lightweight, on peut-être décembre. Mais je pense que ça peut être assez dingue. Enfin, si j'arrive à être en lightweight et bien, ouais, ça peut être. Ouais. Ça peut être. Si je fais tomber des welterweight comme Ouais, ça, en lightweight, ça va être. Enfin, quand j'ai vu Paul Hughes en face de moi, j'étais là en mode ah ouais putain, il y a une différence. J'ai une différence de. Enfin, parce que j'étais habitué à des gros adversaires. J'ai eu Danny Roberts, Kevin Ducet, c'était énorme. Ouais. Donc voir ça après, c'était en mode ah ouais putain. C'est vrai que la KT, c'est différent quoi. Mais par contre, toi, je pense que tu préfères être enfin ta carcasse de welterweight, non? En fait, en tout cas, c'est vrai que contre Kevin Ducet, je me suis senti solide. Genre, je me suis dit, il n'y a aucun monde où il encaisse ce que je vais envoyer. Je me suis dit vraiment, les frappes que je vais envoyer, il n'y a aucun monde. Parce que surtout que la première, le crochet, il n'est pas envoyé d'une manière si puissante que ça. Mais l'impact et la manière dont il est tombé et la droite que je mets au sol, je me dis, mais je vais le tuer quoi. Là, c'est pas possible. Et pourtant, c'est galvanisant quoi. C'est pour ça. Sensation, ouais, non, c'était un beau combat et ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis après, voilà, big up à lui. On s'est vu en Thaïlande, on a échangé quelques mots et j'espère que je sais qu'il reste au PFL. Donc, moi, j'ai juste hâte qu'il revienne, et qu'il tape quelqu'un et que les gens comprennent que, voilà. En fait, ça va donner beaucoup plus de crédit à ma victoire, je pense. Ouais, et que les gens voient que c'est quand même le très haut niveau. Comme ce qui s'est passé avec Doumbé et Jordan. Quoi. Ouais. Les gens se rendent compte qu'en fait, non, Jordan, il est pas nul. Tu vois. Et des fois, c'est ça le problème, c'était une victoire trop éclatante. Je pense que ça réduit ça peut même être à double tranchant. Sur le moment, c'est bien. Et puis quelques mois après, mais finalement, en vérité, tu vois. Et pour ta carrière, c'est important donc là de commencer à être connu aux États-Unis ou en tout cas hors de France. Toi, cependant, est-ce que tu préfères ce qui se passe dans l'avant-combat contre Danny Roberts ou dans les chocs franco-français? Moi, la vérité, honnêtement, je pense qu'au niveau francophone, on retire les mecs de l'UFC. Il n'y a pas vraiment quelqu'un que j'ai besoin pour créer une hype pour un combat. Je pense pas. Ouais. De manière totalement humble, etc. Je pense pas que j'ai besoin d'un francophone pour créer une hype, etc. Je pense que s'il y a une hype, c'est que ce sera le côté sportif. C'est-à-dire, demain, tu prends un top 3 UFC et un top 5 UFC, ils sont tous les deux francophones. Hype. De malade. Dinguerie. Mais sinon, j'ai pas besoin de quelqu'un pour créer une histoire. Je peux affronter un étranger et que ça se passe très bien et que la salle soit remplie. C'est plus dans vos échanges à vous, dans l'avant-combat. Exactement. Ça veut dire que si c'est un francophone, il y a un peu plus d'animosité, on va dire, mais après, ça viendra jamais de moi. Ouais. Moi, la vérité, je suis dans mon coin, je suis bien, je suis tranquille, je suis bien dans ma vie, mais si le mec me titille, je répondrai, et puis je répondrai de la meilleure des manières, je te laisserai parallèle au plafond, et ce sera très bien comme ça, j'espère. Mais c'est ce que tu préfères, donc, quand ça chauffe un peu? Non. Non? Ah ouais, moi, franchement, ça change rien. D'accord. Non, moi, la vérité, j'aime bien venir faire mon travail, bam. Après, si le mec met de l'animosité, ce que j'aime bien, c'est que les fans francophones, du coup, vu que c'est en francophonie, vont être contents. Mais je sais qu'au niveau mondial, au final, lorsque tu arrives dans une organisation mondiale comme le PFL ou l'UFC, en fait, tu te rends compte que eux, la francophonie, c'est très petit pour eux. Quand j'ai parlé vraiment avec l'équipe monde, je me suis rendu compte que pour eux, c'est très petit. Ils organisent partout dans le monde. Il faut se rendre compte que eux, pour eux, ici, c'est petit. Nous, on croit que c'est le monde entier, que tout tourne ici, que voilà, tel mec, il a fait ça, on critique lui, machin. Moi, quand j'ai vu l'impact mondial que ça a eu, Ben Salah, j'ai dit, mais frère, parlez, c'est pas grave. Tu vois, je suis chez Ariel Helwani, quoi. La line-up dans laquelle j'étais, c'était incroyable. Il y avait Merab, il y avait Shakur Stevenson, il y avait Paulo Costa, j'étais là, et moi, j'étais là. Juste parce que j'affronte Benson, tu vois. Je me dis jamais de la vie, demain j'affronte n'importe quel francophone prospect, on va m'inviter chez Ariel, tu vois, et c'est le plus gros show, ou bien que MMA Fighting va poster, ou que les ESPN va signer avec le PFL, tu vois, faut se rendre compte de tout ce qui se passe. Et donc là, la suite pour toi, c'est moyen-long terme PFL? Ouais, je pense. Ok, parce que Je pense, parce que là maintenant j'ai un nouveau contrat qui avait été signé avec eux, on avait rallongé le contrat ici. Très bien, du coup, les négociations sont très bien passées à Dubaï et une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire, on verra pour la suite. Tu te doutes bien que je peux pas trop m'exprimer sur mes ambitions personnelles, donc du coup là maintenant elles sont au PFL et elles resteront au PFL. On verra
lorsqu'on sera au moment où ce sera fini ou qu'on devra négocier une autre chose, on pourra. Bah, il va voir là pour la suite. Mais quand tu vois ce qui se passe, par exemple, là, du côté de Netflix, est-ce que c'est quelque chose où, pour toi, ça te donne aussi envie en tant que combattant? Bah, je sais pas. Franchement, je trouve que c'est intéressant. Après, la seule raison qui est intéressante, c'est si c'est un événement vraiment avec un buzz mondial, un Jake Paul, machin, qui combat. Demain, t'as des millions en jeu. Oui, c'est intéressant. Demain, Jake Paul, il refight, tu vois, sur Netflix. Je sais que le PFL serait pas fermé à me laisser faire un combat comme ça. Déjà, c'est cette opportunité-là qui est quand même cool, que le PFL te laisserait y aller. Ok. Je pense que ce serait intéressant. Je pense que le PFL est une organisation qui laisserait les combattants, enfin certains, Ouais, j'ai l'impression que ça a changé. mais pas avec des conditions. Je pense qu'ils ont appris aussi de certaines choses, donc maintenant ils seraient beaucoup plus regardants de comment ça se ferait, comment on va faire et tout, etc. Mais je pense que oui, c'est un truc qui est stylé. Pourquoi pas un combat, mais pour l'instant il n'y a jamais eu de truc, ça m'a jamais attiré. Ça n'a jamais été dans le coin de ma tête. J'ai juste vu là récemment, surtout parce que Saladin va le faire. Donc, du coup, j'ai dit, ah putain, il y a un francophone et tout, c'est lourd. Mais à voir ce que lui va faire déjà là-bas, à voir comment ça s'organise, etc. Mais moi, je suis très bien là avec le PFL et pas besoin d'aller sur Netflix, quoi. Et t'as vu les changements côté PFL? Parce que là, ils sont en train d'expliquer que visiblement, ils n'excluent pas un changement de nom. Il y a un nouveau boss qui est en place. Enfin, visiblement, il y a du changement. Cédric, ils ont l'air ok aussi pour que lui aille dans une autre discipline. C'est quoi? C'est quelque chose aujourd'hui où c'est vraiment dans le marbre où ils disent vous pouvez aussi aller. Non, c'est pas vraiment que vous pouvez aller où vous voulez. Ce qu'on a discuté en tout cas à Dubaï, c'est clair, c'est que le PFL Monde a compris son impact qu'ils avaient et qu'ils ont une pièce à jouer. Faut se rendre compte que là maintenant, sur tous les événements qu'ils ont fait, que ce soit Belfast, France, Belgique, Madrid, ils ont fait en anglais, c'est sold out. Donc il y a un gros truc qui se passe en Europe. Aux États-Unis, bah, ça reste quand même le numéro 1, ça reste l'UFC, mais ils ont un gros marché qui se passe à travers l'Europe et que les gens commencent aussi à beaucoup regarder le PFL. C'est-à-dire que là où avant c'était uniquement l'UFC, là maintenant les gens regardent beaucoup le PFL. Il y a des stars qui sortent de ces genres d'organisations. Donc du coup ils ont compris que voilà, il y a un truc où ils ont rassemblé tout le monde en fait. Ils ont plus séparé les choses, PFL Europe, etc. Ils ont rassemblé tout le monde sous la bannière PFL Monde et que maintenant ça monte et ça monte avec des rankings, etc. Et que les mecs s'affrontent et que ça crée vraiment des histoires. Je pense que c'est ça qui manquait et que maintenant ils sont en train de faire et qu'on voit une grosse différence. Enfin, le dernier PFL Madrid, t'as tout le Real Madrid des joueurs qui sont venus, quoi. Tu vois. Et c'est pas parce qu'il y avait une grosse star. Non, c'était le PFL. Et donc les joueurs de Madrid sont venus. Et ça, c'est un gros signal indicateur que le PFL prend une marque, tu vois. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je pense. Et t'as des dream fights aujourd'hui au PFL? Au PFL, des dream fights? Ouais. Non, moi, franchement, j'ai pas de dream fight même dans ma carrière à proprement parler. Genre, non, vraiment. J'ai pas de mec où je me dis je rêverais de l'affronter ou je vais dans un. Imaginons là, je suis dans le top 10. Je vais me dire, ok, il y a ces mecs-là qui ont proposé, ce mec-là potentiellement, etc. Demain, un jour, je suis à l'UFC, j'espère. Ben, il y aura peut-être ces mecs-là. Je vais pas me projeter en mode, ouais, aujourd'hui, j'aimerais bien affronter Topuria dans mes rêves. Non. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère rester là sur ce que je suis en train de faire. Et tu dis, un jour, aller à l'UFC, tu l'espères, mais qu'est-ce qui peut faire que tu resterais au PFL ou que tu irais ailleurs? Parce que t'en as parlé, et il y a pas mal de combattants qui en parlent, tu vois, c'est important aussi de bien gagner sa vie en tant que combattant parce que la carrière est courte. Vas-y, pardon. Non, mais je gagne bien ma vie au PFL. Ouais, non, mais c'est pour ça. Tu gagnes bien ta vie au PFL, mais à un moment donné, on sait que quand t'arrives à l'UFC, c'est pas forcément aussi bien qu'au PFL de ce côté-là. Mais je gagne assez ma vie, surtout avec ce contrat ici, pour être bien. Même si j'arrivais à l'UFC et que je devais. Ah oui. Ouais, c'est bon. Parce que Ça va. tu te dis, enfin, il y a un moment donné, t'as quand même envie de te mesurer au top. Si j'y vais à l'UFC, l'entrée sera pas pour l'argent. Ouais. L'entrée, ce sera uniquement pour me mesurer au mec et que c'est mon rêve de gamin et que voilà, c'est tout. L'argent, je l'ai fait avant, je le fais actuellement, dans mon contrat actuel, je preste et tout se passe bien et qu'on continue à bien gagner comme il faut, ben voilà, je serai très bien pour mettre de couvert pour ma suite de ma carrière et de ma vie, quoi. Et puis surtout, si ça se passe bien à l'UFC, ensuite, là, c'est des montants qui sont. Ouais, énormes. même franchement, faut pas croire en PFL, c'est. Ah oui, non, c'est très bien. Oui, non, c'est juste en termes de accélérateur. Ouais. Enfin, tu vois, quand on voit les top UFC,
Ok. Je pense que les gens ne connaissent pas les coulisses, c'est pour ça. Ok. Quand tu vois des mecs comme ton point de vue, on va dire là, de combattant, Ok. quand tu vois des Lawson Keita, des Pitbull, des Aaron Pico, quand ils arrivent à l'UFC, malheureusement, ça se passe mal, donc on va dire, mais ils sont très très forts, ça se passe mal. Et il y a un truc qui est assez. Enfin, j'ai l'impression que l'UFC, ça reste quand même quelque chose de résolument différent en termes de niveau. Je pense pas que c'est nécessairement le terme de niveau, c'est l'adversité que tu as eue. Je pense que les match-up, il y a des match-up qui sont plus favorables. Par exemple, moi je pense que dans ma tête que Keita, il aurait terminé Pitbull. Oui, je pense aussi. Je suis presque sûr qu'il l'aurait terminé. Tu vois. Alors que Nathaniel Wood était un match-up stylistiquement moins favorable. Mhm. Tu vois. Donc ça tout dépend du match-up que tu vas avoir. Tu vois, Aaron Pico, il affronte Leron Murphy. Ouais. C'est pas un bon match-up. Mhm. Je pense qu'il affronte. Je connais pas la gâtée, mais allez, hier, Rodriguez. Ouais. Il le bat, je pense. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que tout dépend du match-up que tu vas avoir. Là, maintenant, regarde, Keita, il avait un bon match-up, tu vois. C'est juste qu'il y a eu un fait divers de combat qui fait que le combat n'a pas eu lieu. Mais je pense qu'il aurait terminé ce combat et ça aurait été la preuve que voilà, tu peux arriver d'une autre organisation et que ça se passe bien. Mais donc pour toi, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, typiquement, ton premier combat au PFL, est-ce que tu avais un truc qui fait que tu. Ouais, mais ils te tu vois testent, c'est normal. Premier Ouais. combat au PFL, ils m'ont mis Claude de Pachelas. Ils te mettent un match-up pour te tester. Et c'est normal. C'est une grosse organisation. Ils te disent, OK, t'arrives chez nous, viens. On va voir ce que t'as dans le ventre. Mais si toi, tu vas signer et que t'es pas prêt à ça, mais ne signe pas. Si tu Ouais. dis, je signe à l'UFC pour affronter que lui et lui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On te teste. Ah, tu nous as montré que t'étais valeureux. Maintenant que t'es arrivé et que t'es bien placé dans le top 10 ou top 15, là, toi aussi, tu peux te permettre de dire, moi, j'affronte que lui, ou j'affronte que lui. Tu vois, un Paddy Pimblett, ça s'est bien passé. Mhm. Un Ouais. Pereira, ça s'est bien passé. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend aussi de comment ça se passe. Ouais, tu penses que c'est plus ça, c'est plus une. Moi, je pense que Ouais. le MMA, c'est des match-ups, c'est que des styles. Ça veut dire que pour moi, un top 15 peut se faire battre par un mec pas ranké. Comme un top 5 peut se faire battre par un top 15. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça dépend du style. Tu vois? Tu prends un Khabib hors top 15, je pense qu'il pouvait taper plein de mecs du top 15. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Je veux dire, il pouvait déjà en taper. Tu vois? Mais c'est juste qu'il n'avait pas eu l'occasion de les affronter. C'est plutôt ça, en fait, le match-up. Ok. Parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir les mecs qui, Bellator / PFL, ensuite ont vraiment bien réussi. Il n'y en a pas tant que ça. Non, bien sûr, mais après, c'est clair que c'est pas parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas fait que toi, tu peux pas le faire. Hein. Moi, sinon, tu fais pas du MMA. Je veux dire, même là, alors tu vas dans ta salle, il y a plein de mecs qui n'ont pas réussi, donc tu vas pas réussir. Non. Moi, je suis focus sur moi, tu vois. Et je sais que si j'y vais maintenant et que quand on sera prêt, je suis pas débile, tu vois. Moi, quand je serai prêt et que je vous dirai, les gars, j'y vais, c'est que dans ma tête, je suis chaud. Ok. Et que n'importe quel mec qu'on va mettre, j'y vais. Mais avant ça, laissez-moi être prêt. Ok. Et tu t'es déjà fixé un peu en termes de temporalité? J'aurais bien aimé avoir 27-28 ans. Je trouve que c'est un bon âge. Ok. Ouais. Donc, en fait, si on calcule maintenant rapidement, c'est encore 3 ans. Ouais. C'est 3 ans, c'est énorme. Ouais. J'ai le temps. Si en 2 ans, j'ai fait 8 fights, bon, j'en ferai pas autant, mais en 3 ans, je pense que j'ai le temps de faire au moins 9 fights. Vous imaginez en 9 combats ce que je peux faire, le nombre de gars que je peux affronter en termes d'évolution petit à petit. C'est pour ça que moi, je suis pas pressé et que j'entends bien les attentes des gens. Mais si maintenant, ils me demandent, si je devais suivre le raisonnement des fans, en 4 fights, je devrais être à l'UFC alors. Tu vois, et c'est pas possible. Et moi, personnellement, je trouve pas que j'ai assez de temps pour pouvoir évoluer. Pour toi, ce qui te manque aujourd'hui, ou en tout cas la chose sur laquelle tu te dis, là, il faut le plus bosser, il y a des points en particulier? Ouais, moi je trouve que c'est la maturité en tant que combattant. La maturité de combattant. Je trouve que c'est quelque chose qui est très, allez, abstrait à expliquer, mais si tu es dans le milieu, tu vois ce que je veux dire. La maturité du combattant, tu vois quand un combattant il est mature. Tu vois. Moi je suis encore un début professionnel. La maturité physique, je ne l'ai pas du tout atteinte encore. Je suis encore très loin de ça. Donc du coup, j'ai pas envie de me faire battre parce que j'ai un déficit de force face à un adversaire et que finalement mes bras brûlent plus vite que lui parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Et alors aussi des points technico-tactiques, c'est-à-dire l'expérience de fight en professionnel. Je pense que ça, c'est un truc où tu vois des fighters expérimentés, ils se font pas avoir, ils gagnent des fois des combats avec des décisions bien chiantes, mais parce qu'il est expérimenté. Et il t'a eu. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ça. Donc, du coup, je préfère prendre mon temps, affronter plein de types d'adversaires pour être sûr d'engranger un maximum d'expérience, type de physique, etc. aussi. Mais c'est là que paradoxalement,
quand tes combats sont courts, c'est là que les gens le préfèrent. Mais quand tu vas faire, c'était quoi, le premier combat, je crois, au PFL, ou c'était Claudio, toi, tu préfères. Bien sûr, j'ai appris énormément. La différence, la suite après Claudio, c'est ça qui a fait que j'ai fini tous mes adversaires après lui. Mais parce que j'ai appris énormément. Tu vois, Claudio, j'ai appris énormément de pousser dans les retranchements, d'avoir un mec qui te rend coup pour coup. Qu'est-ce que ça fait? De sentir des coups avec les mitaines, de dire, bon, je peux pas en prendre 2-3 en fait. Quand j'en prends 1-2, tu sens que ta tête. Ah non. Tu vois, donc c'est ça qui fait qu'après, chaque fois que j'affrontais un adversaire, j'étais beaucoup plus méthodique. Et le sérieux aussi qu'il faut en professionnel. Là où contre Claudio, j'étais encore trop fougueux, trop euphorique. Dans ma tête, j'allais les mettre KO facilement. Et quand j'ai pris le premier crochet, j'ai dit, ah ouais, en fait, on est au PFL. Toi, t'as cru que la vie, c'était un pin. T'es arrivé en mode, tu cours, tu crois que ça va être facile. Non. Et en fait, c'est ça qui, je pense, ça te met les pieds sur terre. Et connaissant le MMA, et si on regarde ce qui se passe tout le temps dans les combats, le niveau qu'il faut en pro, c'est différent du amateur. Le niveau qu'il faut pour être sur la scène du gratin, mais d'une scène nationale, donc Ares, Hexagone, c'est déjà différent que le niveau d'un début pro. Le niveau qu'il faut pour signer une organisation européenne, c'est différent que le niveau qu'il faut pour une nation nationale. Le niveau qu'il faut pour le PFL est différent du reste. Et le niveau qu'il faut pour l'UFC est différent du reste. Si les gens n'ont pas compris ça, tu le comprends quand tu perds. Et c'est quoi? C'est l'assiduité? Même pas l'assiduité, c'est ton évolution personnelle en tant que combattant. Je pense qu'on est comme, tu sais, comme quand tu joues à un jeu vidéo, quoi. Il y a une quête comme ça et le mec évolue petit à petit. Mais si tu vas trop vite, tu vas te faire recal. Ouais. Et j'aimerais pas avoir ça, tu vois. Je pense qu'on a assez d'exemples pour comprendre que on a eu, comme tu as dit, il y a eu assez d'exemples où ça s'est pas bien passé pour comprendre qu'il faut pas faire les mêmes erreurs. Mais c'est vrai que je pense que pour toi, le fait d'avoir eu ces moments un peu de doute / défaite en amateur, exactement, énormément ça m'a aidé de ouf. C'est pour ça que j'ai ce truc où en mode, si t'as des critiques et que t'es en train de gagner, tout va bien. Tu vois? Parce que normalement, si ça se passe pas bien, on te critique même plus. On ne parle juste pas de toi. Ouais. Tu vois? Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, non, ça va. Ouais. C'est normal, en fait. C'est juste que les gens sont en train de te dire, ce mec-là, il y a peut-être un truc spécial et j'ai envie de le vivre maintenant tout de suite. J'ai pas envie d'attendre. Mais toi, dans ta position, tu dois faire attendre. C'est comme un artiste qui fait un album, il ne le sort pas directement. Quand il sort des extraits de musique, on est là, ouais, sors le son. En commentaire, tu peux mettre 1000 commentaires. Il ne va pas sortir le son. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut attiser du désir chez toi. Moi, c'est pareil. Tu vois? Pour qu'à un moment donné, les gens, ils en peuvent plus. Et le jour où on sera, j'espère vraiment, à UFC, les gens ils seront en mode, let's go, tu vois? C'est maintenant, on y va, on va tous vivre ce truc. Tu vois? C'est comme l'engouement qu'il y a eu sur Keita quand il a signé, quoi. C'était parce que les gens en pouvaient plus. Mais s'il avait signé direct dès le début, à sa première ceinture ou à sa première truc, c'est pas pareil. Tu vois? Il a pris le temps d'être prêt. Et on parlait d'évolution, de maturité. Je sais plus il y a combien de temps, c'était peut-être notre première interview, je crois. Tu m'avais parlé du moment où t'étais arrivé à Nice et t'avais eu un sparring avec Axel Sola, mais comme ça, au débeauté. Franchement, Aldric, ce jour-là, je vais regretter ma vie. Lundi, je sors de vacances. Lundi matin, 10h, 3x5. J'ai jamais fait 5 minutes de ma vie. J'étais mort. Première fois que j'ai signé, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce délire là? 5 minutes, c'est une dinguerie. J'ai cru que j'allais mourir. Est-ce que ça t'arrive encore des moments comme ça ou justement maintenant? Ouais, je me mets en difficulté quand je suis en prépa, ouais. Ok. Ouais. Par exemple, toute la prépa avec Evie Jusser, on avait fait avec Pierre Monzo, va taper du sol avec lui. Tu vois, tu bouffes. Hein. Et t'aimes ces moments-là, toujours ou Non, pas? tu détestes. Okay. Moi, personnellement, je déteste psychologiquement. Sentir que c'est dur. Mais je sais que c'est ça qui va me faire gagner le combat. C'est ces moments durs à l'entraînement où tu perds, où tu es en train d'être dominé, tu vois, et que tu en as marre et donc tu dois tout trouver pour ne pas te faire dominer. C'est ces moments-là, tu vois. Et jamais de doute. C'est-à-dire jamais de doute dans ces moments-là. Non, parce qu'en professionnel, je me dis que c'est le métier, en fait, c'est comme ça, tu vois. Enfin, tu vois, t'es pas un super-héros, tu vas pas tout le temps gagner. Enfin, tu vois, je tourne avec Benoît Saint-Denis, je vais avoir moins de stress après quand je combats mon adversaire. Je tourne avec Keita, j'ai moins de stress quand je combats mon adversaire. Je me dis, j'ai déjà tourné avec ces mecs-là. Je suis pas mort. C'est bon, allez, on y va. Tu vois. Et quelque part, le moment où tout se passera bien, c'est là que tu te dis, oula. Non, oui, et moi je pense que quand tout est trop chill, que t'as pas de stress, que t'as pas de truc, que t'as pas de sensation, souvent les mecs en fat carré t'expliquent qu'ils ont plus ce truc-là, c'est le moment où il faut arrêter parce qu'en fait, t'as pas cette notion de stress, sauf que le MMA, c'est pas un jeu. Hein. Enfin là, moi personnellement, les gens ils partagent tous en mode super. Enfin, moi je trouve pas ça bien que le mec ait la mâchoire cassée. Ouais. Je suis combattant. Le mec il va boire de la soupe pendant 6 semaines. Il a même pas 6K dans son compte en banque. Avec le taxe et tout. Et vous êtes là en train de dire guerrier. Quel guerrier? Il a la mâchoire cassée.
il va vivre comment après dans sa vie? Il sait même plus parler. Ah non, c'est compliqué. Ouais, bah oui, non, mais oui, c'est vrai que Tu vois ce que je veux dire? ça, On rend ça divertissant. Mais les impacts, ils sont réels. Hein. Les chaos, ils sont réels. Hein. Les conséquences, elles sont réelles. Le divertissement est bien parce qu'après l'UFC, boum, shutdown, on passe au prochain combat. Donc toi, t'as vu le mec sortir en civière, t'as même pas regardé. Mais lui, sa vie, c'est réel. Hein. Et toi, de temps en temps, ça peut t'arriver, tu vois, pas typiquement grosse victoire contre Kevin Jousset, te dire oula, enfin j'ai fait un tout, il y a que uniquement le côté positif. Tu te dis des fois, ouais, je casse le rêve de quelqu'un, tu vois. Et oui, c'est vrai que des fois, c'est impressionnant. C'est vrai que quand tu vois que le mec prend du temps à se relever et tout, tu te dis, voilà. Après, tu te rappelles vite que ça aurait été toi, enfin, il aurait fait pareil, tu vois. Donc tu te dis, en fait, c'est pas. Ouais, ça aurait été lui ou toi, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est lui ou toi. C'est vraiment ça. Et qu'il est consentant aussi. C'est pas un truc où t'es dans une dynamique où, voilà. Non, il est consentant et il aurait aimé faire pareil. Donc, ça te conforte dans l'idée. Mais c'est vrai que tu souhaites jamais que le mec. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais souhaité que le mec ressorte vraiment salement blessé après le combat. Mais il faut se rendre compte que c'est une réalité. Et donc, les gens ont vite switché après le combat. Mais quand on voit des gros KO, qu'on dit, bon, pourrait et tout, le mec là à côté, là, peut-être 45 jours, 90 jours, il peut pas s'entraîner, parce que son cerveau, c'est compliqué. C'est ça. Il t'arrive aujourd'hui à avoir d'autres choses dans ta vie qui t'apportent les mêmes sommets, on va dire, que quand tu signes des victoires comme ça en MMA, où c'est extrêmement compliqué. Les mêmes sommets, c'est-à-dire qu'en termes d'émotion ou en termes financiers? En termes d'émotion, en termes de... là, je pense que t'étais en termes d'émotion, non. Et je pense que c'est ça aussi le truc qui m'anime dans ma vie, c'est qu'il n'y a rien qui m'anime autant que le MMA. C'est un sentiment d'extase et d'exalte que j'ai jamais ressenti ailleurs dans ma vie, mais nulle part, quoi. Nulle part. Le chaos et le bruit du public et que tu reviens à toi-même. Des fois, tu sautes au-dessus d'une cage, quoi. Ça n'a rien à voir. Pourtant, j'en fais des trucs maintenant dans ma vie. Je vis des trucs incroyables, je fais des voyages. Je vis des trucs vraiment magnifiques avec plein de belles personnes qui font des trucs aussi magnifiques, mais c'est pas comparable. C'est même pas tout près, quoi. Et rares sont ceux qui ont réussi à justement s'arrêter au bon moment parce que t'arrives pas à retrouver ça. Et moi, c'est ça. Là, j'y pense pas parce que je suis au début, mais c'est clair que oui. Autant vous me ferez pas brûler les étapes, les fans. Donc vous pouvez vouloir que j'active autant que vous voulez. Je prendrai le temps que je dois prendre. Et c'est pas grave. C'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est ma carrière, c'est mon corps. Et autant, si un jour je suis pas fait pour le MMA et continuer parce que je suis plus fait pour ça ou je suis trop vieux ou quoi, j'arrêterai au bon moment et il faudra pas me dire ouais, fais un combat en plus. Il t'arrivera quand même à te dire c'est mort. C'est trop. Okay. Pour la legacy, ouais, ça va. Ouais. Arrête prendre un KO et finir en ITT pendant je sais pas combien de temps, ça ira. Non, tranquille. En fait, faut penser à soi d'abord. T'es un combattant, tu penses à toi, tu penses à ta santé, tu penses à ton bien-être. Et après, tu penses à faire plaisir aux gens. Faut pas oublier ça. Très juste, monsieur. Et t'en avais parlé en début d'interview. Là, il y a un nouveau compte qui a pop. Alors? Ouais, il y a un nouveau compte Instagram, ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien relater ma vie et que j'ai une direction artistique qui est de plus en plus léchée, on va dire, sur mon Instagram personnel. Je suis entre le MMA, je fais de la mode, je fais pas mal de choses. Donc du coup, il est clair que mes posts vont être beaucoup plus filtrés, beaucoup plus propres, beaucoup plus polis, beaucoup plus lissés, beaucoup plus réfléchis. Et il y avait ce truc où je me disais, mais il y a une liberté que... Allez quoi, quand t'es très exposé, t'as une liberté que t'as quand même envie d'avoir, tu vois, de me dire j'aime bien poster des trucs random, des trucs que je fais dans ma vie, que je sais que mon manager qui est derrière, quand je lui demande, il me dit non, il me dit tu postes pas ça, et je suis là en mode, moi ça m'énervait en fait, ça commençait à m'énerver, et je me suis dit vas-y, j'aimerais bien trouver un truc où j'ai un peu cette liberté de pouvoir partager un peu ce que je veux, et que les gens puissent voir une autre facette de moi, ou des facettes qu'ils pourront pas voir. Ouais. C'est-à-dire que, imagine je fais la Fashion Week, je vais poster qu'un truc de la Fashion Week, alors que là j'aimerais bien poster plein de trucs qui s'est passé, et que j'aimerais bien montrer les behind the scenes, etc. Donc c'est clair que les gens vont trouver ce compte parce que maintenant je l'ai partagé une journée et maintenant il faudra chercher. Et ceux qui sont dessus, ils ont des accès à des trucs un peu plus privés, quoi. Très bien. Et oui, dernière chose, je parlais avec quelqu'un de ton équipe précédemment, il y a les Connors qui ont été entrepreneurs, Topuria aussi. Bien sûr. Est-ce que toi tu penses à ça aussi, à créer des choses en dehors du MMA? Je suis pleinement dedans là. Ok. Ouais, je suis pleinement dedans dans les investissements, dans pas mal de choses. C'est pour ça que je dis que à la fin d'ici ce qui va se passer avec le PFL, je suis bien pour ma vie, donc j'ai pas de
j'irai à l'UFC uniquement et principalement pour l'amour du game. C'est beau, c'est très louable et on espère que le monsieur fera un run vers le titre. Ouais, ce serait vraiment le Graal. Hein. Pour moi, ce serait avoir le One Piece. Hein. Ce serait une dinguerie. Hein. Vous imaginez le truc ou quoi? Et en plus, on a parlé si on était un amateur. Tu vois, ben c'est ça qui est intéressant. C'est que oui, le MMA mondial me connaîtra qu'à partir de là, mais le MMA francophone me connaîtra de. Et tu pourras défendre ta ceinture ou tu t'es plutôt du genre, justement, à la Topuria, à la McGregor, où une fois que tu as atteint cette quête-là, on passe à la suivante? Pour moi, je suis plus dans cette optique-là, honnêtement. Mais après, ça, c'est un truc. C'est hypothétique et c'est utopique pour l'instant de pouvoir parler de ça, mais c'est clair que oui. Voilà, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui, une fois que j'atteins un objectif, je passe au suivant. Je vais résumer ça comme ça. Très bien, merci beaucoup Patrick. Et puis d'ici là, c'est le PFL Brussels. Au mois de mai, je sais. 23 mai 2026. Prenez vos tickets parce que ça part très vite et pourtant on a ouvert une nouvelle billetterie, donc on a ouvert à 10 000 personnes, mais ça part très très vite, donc prenez vos places le 23 mai. Face à Benson Anderson, l'ancien champion UFC, la sueur sera là. Et puis venez bien pile au début du main event parce que ça va peut-être pas durer très longtemps. C'est ça, voilà. Et préparez-vous parce qu'il y a de sacrées surprises dans le public, donc bon. Je pense qu'il y en a encore qui vont se faire sortir par les organisateurs, mais c'est pas grave. Parce que c'est passé quoi parce que j'ai des sacrés hooligans dans mon public, quoi. Ils ramènent des flammes, ils ramènent des trucs. Ah oui. Mais ouais, ça va être. Regarde ça... Non, ils sont en train de rigoler, mais ça va être costaud. Non, je pense que là, cette fois-ci, parce que la dernière fois, ils avaient ramené un peu, mais cette fois-ci, j'ai vu quelques messages dans des groupes et je pense que là, ça va être costaud. Mais on en rira. S'il y a victoire, on en rira après. Hein. Let's go. Et vivement le main event. Merci beaucoup.